Le message est arrivé à 15h14. Juste 3 lignes. Aucune salutation, aucune chaleur, juste une conclusion glaciale. Ne viens pas à l'anniversaire de papa. Tu ne fais pas partie de cette famille. Si tu essaies, j'appelle la sécurité. Chase Carrington. Mon demi-frère. 3 ans de moins que moi. Cadre à temps plein, gardien autoproclamé de tout ce qui touche à Carrington & Son. Ces mots étaient toujours taillés net, comme les haies de notre domaine d'enfance, tranchants, impeccables, conçus pour blesser. Je suis resté à fixer l'écran plus longtemps que nécessaire, comme si un autre message allait apparaître en dessous. Quelque chose de plus doux. Quelque chose qui dirait qu'il ne le pensait pas vraiment. Mais rien n'est venu. Une seconde vibration fit de nouveau s'allumer l'écran. M'a dit, s'il te plaît, comprends. Ce soir est crucial pour les relations professionnelles de ton père. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Diane Carrington. Ma belle-mère. Elle a toujours su déguiser la cruauté en faveur. S'il te plaît, comprends. Comme si je n'avais pas passé des années à essayer. Je posai lentement le téléphone, le laissant reposer au bord de mon bureau, à côté d'une boussole en argent terni, celle de ma mère. Elle me l'avait donnée le jour de mon départ pour le MIT. Au dos, les mots brillaient encore sous le métal usé. Ne suis jamais les cartes. Trace ton propre chemin. Je n'avais pas vu Leonard Carrington, mon père, depuis près de 5 ans. Pas depuis le jour où il avait qualifié mes brevets d'ingénierie de « passe-temps mignon ». Pas depuis qu'il m'avait dit que je salissais le nom de la famille. Et maintenant, il fêtait ses 60 ans. Une soirée mondaine dans un country club. Des investisseurs, des politiciens et apparemment, pas de place pour sa fille unique. Du moins, pas pour celle qui avait cessé d'être utile. Je me laissai aller contre le dossier de ma chaise, les yeux glissant vers la couverture encadrée du magazine Wired accroché de l'autre côté de la pièce. Mélinquin, la force silencieuse derrière Volterra Battery System. Ils ne savaient pas. Aucun d'eux ne savait. Que signifie le fait que votre famille traite votre absence comme un soulagement, et votre présence comme une menace? La boussole vibra légèrement lorsque le soleil se déplaça derrière la fenêtre. Je connaissais déjà ma réponse. 5 ans. C'est le temps qu'il s'était écoulé depuis que j'avais quitté la tour vitrée de Carrington Automotive avec pour seul bien un sac en bandoulière et la boussole de ma mère. Je me souviens parfaitement de la conversation, pas parce qu'elle avait été bruyante, mais parce qu'elle avait été silencieuse de la pire façon. Les batteries électriques sont une impasse, avait dit mon père en feuilletant les croquis que j'avais imprimés. Nous fabriquons des moteurs. De vrais moteurs. Pas des jouets pour hippies. Il n'avait pas haussé la voix. Il ne m'avait même pas regardé. Il avait simplement repoussé les feuilles, comme on chasse des peluches sur une manche. J'avais 26 ans, tout juste diplômé d'un double cursus au MIT. Ma thèse avait été citée par 3 groupes de réflexion sur les véhicules électriques. Mais dans ce bureau, dans cette pièce, je n'étais qu'une fille avec des schémas adorables. Et Diane? Elle se tenait à côté de lui. Bras croisés. Visage impénétrable. Cette entreprise a un avenir, m'a dit. Mais pas si on le gaspille dans des expériences de science. Ce fut la dernière réunion que j'ai jamais eue dans ce bâtiment. Ils m'ont proposé un poste de vice-présidente. Bureau d'angle, tous les avantages, même une place de parking à mon nom. J'ai refusé poliment. Puis j'ai disparu. Pas pour faire un caprice. Pas pour me rebeller. Mais pour construire. Volterra Technologies est né dans le coin d'un laboratoire partagé au Green Tech Park. J'ai dormi dans ma voiture plus souvent que je ne peux le compter. Je me suis nourri de distributeurs automatiques. J'ai appris à souder entre 2 lettres de refus de bourse et des crises d'angoisse nocturne. Les gens croient que créer quelque chose de nouveau, c'est glamour. Ça ne l'est pas. C'est solitaire. Silencieux. Comme le deuil, mais avec plus de tableur. Mais j'y ai cru. J'ai cru en elle. La fille avec la boussole et un dossier rempli de rêves. La première personne a remarqué que j'étais partie? Chase. Il m'a retiré du groupe familial une semaine après mon départ. Aucun message. Juste disparu. Comme si je n'avais jamais été la sœur qui veillait tard pour l'aider en physique à la fac. Celle qui le couvrait quand il avait raté la thermo et ne voulait pas que notre père le sache. Je ne lui en ai même pas voulu. Il protégeait son avenir. Le fil en or. Le vrai héritier Carrington. Et moi? J'ai pris le nom de jeune fille de ma mère, et je suis devenue quelqu'un d'autre. C'est étrange de voir combien de temps on peut vivre sans qu'on s'aperçoive de votre absence.
Plus étrange encore, personne ne demande jamais pourquoi vous êtes parti. Seulement quand vous reviendrez. Mais je ne revenais pas. Pas pour eux. Seulement pour la vérité. Si personne ne se souvient de ce que tu as donné, est-ce que ça veut dire que ça n'a jamais compté? L'appel est arrivé juste après 18 heures. J'étais pieds nus dans la cuisine, fixant la bouilloire en train de chauffer sans me souvenir si j'y avais mis de l'eau. Tout est prêt pour ce soir, a dit Jérémy. Sa voix était posée. Sèche. Il réservait toujours la chaleur pour les heures creuses. L'équipe d'Harrison a confirmé l'annonce. Tu es sûr de vouloir le faire comme ça? Jérémy Lee était là depuis le début. À l'époque où Voltera n'était encore qu'un nom prometteur et un établi bricolé dans un coin de garage. Il avait quitté un poste garanti à 6 chiffres chez Tesla pour m'aider à bâtir quelque chose en quoi personne ne croyait sauf nous. J'ai éteint la plaque, regardant la résistance rouge s'éteindre lentement. Oui, ai-je dit. Je dois y être. Il doit me voir. Léonard. Tous. Jérémy a marqué une pause. Alors James Harrison a personnellement demandé ta présence. Tu es le visage désormais, m'a dit. C'est le moment. James Harrison n'était pas juste un autre investisseur. C'était l'investisseur. Milliardaire. Silencieux. Maîtrisé. Le genre d'homme dont le nom redresse les PDG et fait éteindre les enregistreurs aux journalistes. Sa firme tournait autour de Carrington Automotive depuis des mois, observant l'hémorragie de parts de marché et de liquidités en temps réel. Mais il n'avait pas encore agi. Pas avant que Voltera n'entre en scène. Pas avant que je dise, je leur offrirai les droits en premier. Mais je livrerai l'offre moi-même. Je me suis habillée en silence. Aucun logo de créateur, aucun signe tape à accent grave l'œil, juste une robe bleu marine aux lignes épurées, des escarpins noirs plats, et la boussole de ma mère autour du cou. Elle cliquetait doucement à chacun de mes mouvements, comme un battement de cœur trop discret pour s'entendre. En bas, la voiture m'attendait. Je me suis arrêtée devant la porte, la main sur la poignée, mon pouls soudain assourdissant dans mes oreilles. Ils ne sauront pas qui tu es, avait dit Jérémy un jour. Ils sauront, avais-je répondu. Mais pas encore. Je suis restée là une minute entière, le poids de la soirée me comprimant la poitrine. Puis j'ai ouvert la porte et je suis sortie dans le froid. Si tu es la réponse à leur prière, mais qu'ils ne savent pas que c'est toi, leur dois-tu quand même un miracle? Le Carrington Country Club n'avait pas changé. Toujours les mêmes colonnes de calcaire. Les mêmes grilles en fer forgé, recourbées comme des ronces. Le même voiturier ganté de blanc, trop souriant, trop discret. Je suis sortie de la voiture et ai lissé le devant de mon manteau. Un instant, j'ai aperçu mon reflet dans les grandes vitres grandes, encore étrangères. À l'intérieur, les lustres brillaient comme des feux d'artifice figés. Le jazz flottait dans l'air comme un parfum hors de prix. Une bannière dorée ornait le mur du fond. Joyeux 60e, Léonard. Écriture élégante. Aucune chaleur. À l'entrée, une tablette vacillait dans les mains d'une femme aux cheveux blonds brillants, un sourire crispé trahissant ses nerfs. Emma Carrington. L'épouse de Chase. Toujours polie. Toujours calculée. Ses yeux se sont agrandis en me voyant. Une main s'est crispée sur sa tablette. L'autre a cherché instinctivement son téléphone. M'a dit Emma, tu n'es pas, je veux dire. Chase a dit que le bureau de James Harrison avait appelé avant, ai-je dit calmement. Mon nom est sur la liste. Ses doigts ont glissé sur l'écran. J'ai attendu, immobile. Il y est, a-t-elle chuchoté, clignant des yeux. Mais comment? Peu importe comment. Je suis passé devant elle avant qu'elle ne décide si elle devait sourire ou appeler à l'aide. La salle de bal était un musée de fantômes. Chaque recoin portait un souvenir que je ne voulais pas réveiller. Diane se tenait près du bar, drapée de soie émeraude, riant trop fort avec un conseiller local. Chase tournait dans la pièce comme un candidat en campagne. Dos droit. Cravate parfaite. Aucun d'eux ne m'a vu. Ou alors si, mais sans reconnaître ce qu'ils voyaient. Je me suis déplacée lentement, invisible. Juste une invitée de plus en robe bleu marine. Près de la table des hors-d'œuvre, j'ai senti une main effleurer mon bras. Diane. Elle a souri, mais ses yeux sont restés froids. Méline, dit-elle d'un ton mielleux. Ce n'est pas le moment. Tu crois? Tu as fait ton choix. Pourquoi tout bouleverser maintenant? J'ai incliné la tête. Elle était nerveuse, mais pas pour les raisons que j'imaginais. Tu as peur que je fasse une scène?
J'ai peur que tu aies raison, dit-elle plus bas. Et qu'il ne sache pas quoi en faire. Avant que je ne puisse répondre, la pièce a changé, un frémissement subtil. Les conversations se sont estompées, les têtes se sont tournées vers l'entrée. James Harrison venait d'arriver. L'homme le plus puissant de la pièce, costume gris, ligne nette, aucun sourire. Et derrière lui, le silence marchait comme une ombre. Que se passe-t-il quand celle qu'on a rejetée revient? Avec celui qu'il convoite? James Harrison traversait la pièce comme une marée à laquelle personne ne pouvait résister. Il ne parla pas tout de suite. Il n'en avait pas besoin. Les gens s'écartaient instinctivement, politiciens, dirigeants, membres du conseil d'administration, comme si quelque chose de sacré venait d'entrer, et que personne ne voulait être celui qui en bloquerait le passage. Mon père, Leonard Carrington, s'avança le premier, la main tendue, le sourire large et aveuglant. James. Quel honneur. Nous avons tous hâte d'entendre la grande annonce ce soir. James lui serra brièvement la main. Courtois. Maîtrisé. Sacrée affluence, Léonard, dit-il. Mais à vrai dire, je suis ici pour rencontrer quelqu'un. Il laissa la phrase flotter dans l'air comme une volute de fumée. Puis son regard balaya la salle une fois, deux fois, avant de se poser directement sur moi. La voilà. Sa voix s'éleva juste assez pour porter. Tous les regards se tournèrent. Chaque souffle fut suspendu. Et le moment se brisa. Il traversa la salle vers moi, lentement, délibérément. Le sourire de mon père vacilla. Le visage de Diane se figea. Chase se pétrifia à côté d'un plateau de champagne. Mademoiselle Quin, dit James en tendant la main vers moi. Ou devrais-je dire Mademoiselle Carrington? Le silence se fissura. Il n'explosa pas. Il craqua, comme une couche de glace sous trop de pression. Quelqu'un laissa échapper un souffle. Quelque part, un verre glissa et se brisa sur le marbre. Mon père se tourna, le visage perdu. Je ne comprends pas, parvint-il à dire. Vous la connaissez? James eut un léger rire. Léonard, votre fille est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici ce soir. Vous ne le saviez vraiment pas? Il se tourna légèrement, s'adressant à l'assemblée. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter officiellement la fondatrice et PDG de Volterra Technologies, Méline Carrington. Personne ne bougea. Pas même moi. Vous avez poursuivi Volterra pendant des mois, dis-je doucement en avançant d'un pas. Réunion après réunion. Proposition après proposition. Et pourtant, je regardais mon père. Pour la première fois, vraiment. Jamais vous n'avez imaginé que la personne que vous étiez si désespéré de rencontrer était celle à qui vous aviez dit d'arrêter de perdre son temps avec des batteries. C'est impossible, lança Chase, la voix brisée. Tu n'as rien fait depuis ton départ. Rien. Je penchai la tête. Ce rien alimente actuellement 4 des 5 principaux constructeurs de véhicules électriques en Amérique du Nord. Ce rien vaut 3,8 milliards de dollars. Léonard chancela légèrement, cherchant appui sur le dossier d'une chaise. Les brevets, la technologie. C'était toi. J'acquiesçai. Et pour la première fois, je le vis, la reconnaissance tentant de devancer l'incrédulité. Vous avez élevé la fille qui a reconstruit l'industrie, dit simplement James. Vous ne la regardiez juste pas. Diane fit un pas en avant, la voix tranchante de panique. Léonard, tu ne peux pas la laisser prendre le contrôle de tout ce que nous avons construit. Tu parles de l'entreprise qui s'accroche encore au moteur à combustion dans un marché qui passe à l'électrique? L'interrompis-je. L'entreprise dont les profits chutent depuis 3 trimestres? Cette entreprise-là? Ma voix ne s'éleva pas. Elle n'en avait pas besoin. Parce que je n'étais pas en colère. J'étais inattaquable. James sortit une fine chemise cartonnée de son porte-documents. Comme convenu, Volterra Technologies va acquérir 58% des parts de contrôle de Carrington Automotive. Mademoiselle Carrington assumera les fonctions de PDG avec effet immédiat. Les murmures commencèrent doucement, puis s'étendirent comme une onde. Chase devint rouge. Le visage de Diane pâlit. Et mon père, il ne dit rien. Il resta figé. Que dit-on quand la fille que l'on a reniée devient la seule raison pour laquelle votre nom pourrait survivre? Mon père n'avait toujours pas prononcé un mot. Sa main flottait au-dessus de la chemise que James avait posée sur la table basse, les doigts effleurant le bord comme s'il craignait de se brûler en la touchant. Je le regardais parcourir la couverture du regard. Observez le logo de Volterra, mon logo imprimé en bleu marine austère. Un nom qu'il n'avait jamais prononcé,
lié à une fille qu'il n'avait jamais vraiment vue. Maddie, dit-il enfin, la voix fine comme du papier. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Je souris. Doucement. Mais sans épargner. Je l'ai fait. Un silence. Il y a 5 ans, dans ton bureau. Je t'ai apporté des croquis, des projections, un prototype fonctionnel. Tu les as traités de gaminerie. Tu m'as dit de grandir et d'apprendre le vrai business. Il baissa les yeux. Pas de réfutation. Juste le silence. Chase s'interposa, les poings serrés, la voix s'élevant. Papa, tu ne peux pas la laisser faire ça. Elle est partie. Elle a renoncé à sa place. Elle ne mérite pas. Tais-toi, Chase. Les mots tombèrent net. Même Diane cligna des yeux. Mais arrête. Juste, arrête. La voix de mon père se raffermit, plus grave. Tu as eu toutes les opportunités. Et tu n'as pas fait ce qu'elle a fait. Il se tourna de nouveau vers moi, mais je soutins son regard avec fermeté. Il n'a jamais été question de mérite, dis-je. Il a toujours été question de savoir qui pouvait sauver ce qui reste. Diane traversa la pièce, plus d'élégance émeraude, plus de charme étudié, seulement des traits tendus et un regard dur. Tu crois que ça te rend meilleur, siffla-t-elle. Tu crois qu'arriver ici avec des avocats et des chiffres efface ce que tu as abandonné? Je n'ai rien abandonné, répondis-je calmement. On m'a poussé dehors. Elle rit, un rire cassant. Tu as toujours eu besoin d'être la plus intelligente, la spéciale. Eh bien, félicitations. Tu es seule. Et tout ce que tu as construit ne changera rien à ça. Je ne répondis pas, car il n'y avait plus rien à débattre. Mon regard dériva vers le centre de la pièce, où un portrait de mon père trônait au-dessus de la cheminée, cadre en bronze, sourire rassuré, lumière de légende. Il nous observait comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. James Harrison s'éclaircit doucement la gorge. On y va? Le dossier était maintenant ouvert, prêt. Moi aussi. Ce qu'il reste d'une famille. Quand la vérité finit par parler plus fort que le sang. La fête s'était clairsemée. Certains invités étaient partis plus tôt, d'autres restaient groupés près du bar, chuchotant entre deux regards furtifs. Chase avait disparu. Diane s'était retranchée derrière une porte fermée, probablement en train d'appeler l'avocat de la famille. Je me tenais seul sur la terrasse arrière, où le froid paraissait plus pur que l'air de l'intérieur. Au-delà des vitres, des rires s'élevaient, creux, déplacés. À l'intérieur, le nom Carrington était en train d'être réécrit. À l'extérieur, je pouvais enfin respirer. La porte grinça derrière moi. Je ne me retournai pas, mais j'entendis les pas plus lents que dans mes souvenirs. Plus doux aussi. Maddie, dit doucement mon père. Je laissai le silence s'étirer entre nous. Il s'approcha, pas trop près. Il regarda la pelouse, comme si elle contenait les réponses qu'il n'avait jamais osé chercher. Cette nuit-là, quand tu es parti. Je me souviens de toi, debout dans mon bureau avec ce dossier. Je ne l'ai même pas regardé. Non. Tu ne l'as pas fait. J'avais tort. Il le dit simplement. Sans supplique. Sans condition. Surtout. Je tournai brièvement la tête vers lui. Il avait l'air plus vieux, non pas dans les traits, mais dans le regard. Comme si quelque chose sur lequel il s'était toujours appuyé venait de s'effondrer, ne laissant derrière que la vérité. Tu pourras un jour me pardonner, demanda-t-il. Je portai la main à mon cou, détachai la chaîne, et tendis la boussole. Elle m'a aidé à trouver mon chemin quand plus personne ne croyait que j'en avais un. Il la regarda, mais ne la prit pas. Alors je la posai entre nous, sur la rambarde de pierre. Je ne suis pas ici pour revenir en arrière, dis-je. Je suis ici pour construire quelque chose vers l'avant. Si tu es prêt à apprendre de ta fille, je suis prête à t'enseigner. Il acquiesça sans empressement, sans perfection, mais avec humilité, pour la première fois de sa vie. Parfois, le prix de ne pas écouter, c'est tout ce qu'on n'a jamais su qu'on possédait. Le lundi matin arriva plus froid que d'habitude. Un ciel tranchant, une lumière plate, et du givre dessinant les bords des fenêtres de Carrington Automotive, bientôt Carrington Voltrad Technologies. Je traversai le hall principal pendant que des inconnus chuchotaient et que des visages familiers détournaient les yeux, ne sachant comment saluer un nom qu'ils avaient autrefois effacé de leur histoire. Le bureau de Chase était sombre. Vide. La plaque nominative déjà retirée. Les œuvres de Diane, sculptures, impressions sur toile, ce mur absurde de métal abstrait avaient été mises en caisse pendant la nuit.
L'héritage ne tient jamais longtemps quand la propriété change de main. Mon nouveau bureau se trouvait tout en haut de l'aile. Même vue, mais une gravité différente. Sur le bureau, une seule boîte, emballée dans du papier de soie bleu marine. Pas de mots. Juste un colis. Je l'ouvris lentement. À l'intérieur, le vieux manuel d'ingénierie du MIT de ma mère usé sur les bords, maintenu par un ruban jauni. Une page était marquée par une enveloppe fanée. Je l'ouvris. L'écriture était reconnaissable entre toutes, penchée, nette, familière. Pour Méline, quand le monde verra enfin ce que j'ai toujours vu. Je tenais la page à deux mains. Sans trembler, juste immobile. La pièce était silencieuse, sauf pour le tic-tac de l'horloge murale. En face de moi, la lumière du soleil passait à travers les stores, accrochant l'éclat argenté de la boussole sur le rebord de pierre. Je l'Y avait laissé. Là où il pouvait la voir. Là où il pouvait décider quoi en faire. Je regardais la ville que j'avais jadis quittée non plus comme une fille, non plus comme un fantôme, mais comme l'architecte de quelque chose de nouveau. Et je n'avais plus besoin d'expliquer ça à qui que ce soit. On m'avait demandé pourquoi j'étais partie. Personne n'avait jamais demandé ce que j'avais construit.